J'ai écouté un son de Kendrick Lamar il y a pas longtemps qui dit aujourd'hui on se retrouve pour une première nouvelle vidéo, mais pas vraiment une première. Donc là actuellement on est sur une nouvelle chaîne, donc pour ceux qui regardent bienvenue. Mais sachez que j'avais déjà une chaîne avant qui s'appelait Monsieur H. J'avais atteint presque les 1000 abonnés et puis j'ai arrêté pour prendre une nouvelle direction. Donc cette nouvelle direction c'est la chaîne actuelle, Kush. Et là, je refais une vidéo parce que je vais reprendre cette activité, la SMR, en relançant une chaîne, Monsieur H, mais une nouvelle chaîne. Donc là, il y aura 0 abonnés, on part de tout en bas. Mais voilà, c'est un projet que j'avais envie de reprendre. Je vous renvoie à la chaîne principale où vous verrez pourquoi j'ai repris la SMR. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais... Ok, c'est Siri qui s'est déclenché, mais putain, du coup, j'ai toujours pas les notes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que vous connaissez tous, normalement. Quoique j'ai appris il y a pas longtemps que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. On s'est même moqué de moi quand j'ai dit ah ouais, les Miyazaki, trop bien. On s'est moqué de moi en disant mais il n'y a que toi qui connais ça. Enfin bref, aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Hayao Miyazaki. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la chance de le connaître, Hayao Miyazaki est un grand monsieur de l'animation, notamment avec le studio Ghibli. C'est un peu le Disney des films d'animation japonais. Et donc il a fait énormément de classiques comme Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, La Princesse Mononoke, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui je vais vous raconter son histoire. Et je trouve que c'est un très bon thème pour cette première vidéo parce que c'est l'une des premières vidéos de mon ancienne chaîne. Où je classais les films de Miyazaki. En même temps, ça reprend un peu cette nouvelle direction que je veux amener sur cette chaîne, c'est-à-dire moins mélanger tous les thèmes et garder un peu un truc storytelling dans toutes les prochaines vidéos. Enfin bref, commençons. Notre histoire aujourd'hui commence il y a 83 ans. Retour dans l'histoire, nous voilà en 1941 au Japon. Le Japon de l'époque est mal en point. Pourquoi? Nous sommes en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, et les villes sont bombardées par les Américains après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. C'est donc dans un pays chaotique que notre personnage principal, Pop sur Terre, né sur Terre, apparaît sur Terre. Enfin bref, vous avez compris. Monsieur Hayao Miyazaki, né le 5 janvier 1941 à Tokyo, dans le quartier Bunkyo, l'un des 23 arrondissements de la ville. Hayao a 3 frères, 2 grands et 1 petit. Son père est alors directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise d'aéronautique à laquelle il fera référence dans son magnifique film Le vent se lève, dont on parlera plus tard. La famille Miyazaki a dû déménager quelques fois lors des évacuations des villes pendant la guerre, car celles-ci devenaient trop dangereuses. Le petit garçon de 3 ans qu'il était sera donc marqué à vie par ce décor en ruine. Hayao vit son enfance malgré tout et s'avère être un bon élève à l'école. Néanmoins, il est bercé par les mangas et veut inscrire les mondes qu'il a en tête sur des feuilles avec de l'encre. Dit plus simplement, il veut être dessinateur de manga. Lors de ses premiers dessins, Miyazaki se rend compte qu'il ne sait pas dessiner des êtres humains. Il ne dessine alors que des chars, des avions, du matériel de guerre. C'est triste en vrai quand on se dit qu'il a grandi dans un monde détruit par la guerre. Autre chose va le fasciner lorsqu'il est adolescent. Hayao va avec son père, qui adore le cinéma, voir le premier film d'animation en couleur au Japon, Le Serpent Blanc, qui sort en 1958. Il poursuit ses études après l'obtention de son diplôme en économie politique spécialisé en théorie industrielle. C'est beaucoup trop précis, ça m'angoisse un petit peu. Pendant ses études, il se sent un petit peu seul dans cette passion pour les mangas. Il fait partie d'un club de littérature et de bande dessinée, et la plupart du temps, il en est le seul membre. Il retourne alors souvent voir son ancien professeur d'art au collège. Avec lui, Hayao se sent bien. Il dessine, boit des coups et parle de sujets de société. Ses études se passent et en 1963, Hayao obtient finalement son diplôme en sciences politiques et en économie. Le voilà lâché
dans la nature de la vie professionnelle qui nous fait peur à tous, soyons bien clairs. Mais Hayao a de la chance. Il est dans une période où les studios d'animation embauchent régulièrement. Il rejoint alors, la même année, le studio d'animation Toei. Je ne sais pas si on prononce comme ça, pardon. C'est ce studio qui a produit justement le Serpent Blanc qu'a vu Hayao au cinéma étant plus jeune. Parfait. Parfait pour commencer en tout cas. Et Toei en plus n'est pas un studio comme les autres. Déjà le Serpent Blanc lui a fait gagner une notoriété dans le monde entier. Et le studio est un pionnier dans cette nouvelle industrie. Il sera même alors, à ce moment-là, qualifié de Disney japonais. Ça ne pouvait pas être mieux pour le jeune Hayao. Il travaille sur différents projets comme Ken l'enfant loup qui sort cette même année. Un an plus tard, Hayao est devenu animateur en chef et en 1960, il a la vie dont il rêvait. Il s'est marié en 1965 à Akemi Ota, qui travaille également à Toei, au studio. Il vit dans une résidence et vient d'avoir son deuxième enfant. Pour beaucoup, il a la vie parfaite. Il travaille dans un domaine qu'il aime, avec une femme qu'il aime et des enfants qu'il aime dans une belle maison. Même si Hayao aime travailler pour Toei, il garde toujours l'envie de créer ses propres œuvres. Il sort donc un premier manga sous un autre pseudonyme. Le peuple du désert est publié en 1970. Un an plus tard, il décide de quitter Toei et rejoint Eipro, un autre studio en collaboration avec Isao Takahata, un personnage très important pour la suite de l'histoire. Ils font quelques projets ensemble, notamment accompagnés de Yoichi Kodabe, un autre animateur du studio. Il passera par la suite par d'autres studios, je ne sais pas comment le prononcer, Suivo et Iso, je sais pas, en 1973 qui deviendra Nippon Animation. Et en 1979, il arrive chez Telecom Animation Film. Et c'est dans ce studio qu'il travaillera sur la création de son premier long métrage film d'animation. En effet, mesdames et messieurs, en 1979 sort le tout premier long métrage réalisé par un certain Hayao Miyazaki, que personne ne connaît à ce moment-là dans le grand public. Et ce premier long métrage sort sous le nom Le Château de Cagliostro. Il est à ce jour le seul Miyazaki que je n'ai pas pu voir, sachez-le. J'en suis très déçu et je ne sais plus où est-ce que j'avais vu qu'on pouvait le voir, mais c'était payant je crois, donc flemme. Ah si, bah justement, je l'ai écrit juste après, il est uniquement sur Crunchyroll. Je n'ai pas Crunchyroll. Bref, il continuera de travailler sur différents projets, notamment des épisodes de Sherlock Holmes. Ouais, il a travaillé sur l'adaptation d'épisodes de Sherlock Holmes. Puis il soumettra un projet qui se verra refusé parce que ceux qui financent ont besoin d'une sécurité. Ils veulent des films d'animation basés sur des mangas existants. Et quand Miyazaki arrive avec sa propre œuvre qu'il vient de créer, ils ont un peu peur qu'il n'y ait pas le succès attendu. Alors que quand c'est des mangas qui existent et qui ont déjà du succès, ils savent que ça va marcher un petit peu comme font les Marvel. Ils continuent de produire des films sur les mêmes licences parce qu'ils savent que le nom va entraîner un succès dans tous les cas. Enfin, en tout cas, financier. Je me suis un peu écarté du sujet, enfin bref. Miyazaki, lui, croit au potentiel de son œuvre et la publie sous forme de manga. Ce sera un succès. Voyant cela, il va démissionner de Telecom Animation Film en 1982 et travaille sur l'adaptation de ce mystérieux manga dont vous ne connaissez pas le nom. Enfin, si vous le connaissez, mais je ne vous l'ai pas encore dévoilé. Il s'associe avec Takahata et le 11 mars 1984 sort Nausicaa de la vallée du vent. Je crois vraiment, honnêtement, que c'est le premier Miyazaki que j'ai vu. Nausicaa, j'étais amoureux d'elle. 1,48 milliard de yens au box-office, ce qui représente en euros environ 9 millions. Ce succès prouve à Hayao qu'une voie s'ouvre à lui. Il débute alors cette nouvelle aventure en ouvrant son petit studio personnel nommé Nibarik. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un an plus tard, Miyazaki et Takahata, accompagnés de Tokuma qui s'occupait des finances et de la stratégie, et de Suzuki, un autre producteur qui lui permettait d'équilibrer la folie artistique de Miyazaki et les réalités de l'industrie. Ils font tous équipe. Ma phrase était beaucoup trop longue, pardon. Ces quatre bons hommes fondent donc la société que l'on connaît tous, en tout cas la plupart. Aujourd'hui, les studios Ghibli. On se croirait presque à la fin de l'histoire, mais pour eux, ça n'est que le début. Ils se mettent
tous ensemble et sortent en 1986 le premier film officiellement créé par le studio Ghibli, Le Château dans le ciel. Deuxième classique, deuxième banger. En 1988, Takahata et Miyazaki se font un petit peu concurrence puisque sort la même année le troisième banger de Miyazaki, Mon voisin Totoro, mais également le classique Tombeau des Lucioles de Takahata. Je dis classique mais je l'ai pas encore vu, il faut que je le voie. C'est pas vraiment de la concurrence en réalité puisque c'est pour apporter des fonds au studio qui est un petit peu en galère à ses débuts. En 1989 sort Kiki, la petite sorcière, adaptation du roman d'Eiko Kadono, pardon si je prononce mal encore une fois. C'est le film, moi, personnellement, que je comprends le moins de la filmographie de Miyazaki. Le plus classique, il n'a pas de folie comme on retrouve dans tous ses films. Cette même année, après avoir sorti La Bouse, Kiki la petite sorcière, La Bouse, je sais plus, mais bon voilà, il sort un manga qu'il décidera d'adapter à l'écran au début des années 90. Porco Rosso. Ça, c'est un de mes préférés, je vous le conseille. Ce film, il a un charme de fou malade. J'ai envie de le re-regarder. D'ailleurs, je vous raconterai l'histoire des Miyazaki si vous êtes chaud. Alors qu'il s'apprête à commencer probablement l'œuvre de sa vie, Hayao souffre du syndrome de la page. Comme son nom l'indique, les artistes n'arrivent plus à créer. En 1995, il va avec son équipe dans les forêts anciennes de Yakushima, qui l'inspirera fortement. Il reviendra à son œuvre pour installer les décors de l'histoire d'une princesse de la forêt. Vous l'avez compris, il travaille sur la princesse Mononoke. J'étais aussi amoureux d'elle. L'œuvre sortira en 1997 et sera acclamée par la critique et gagnera le prix Japan Academy Prize du film de l'année, devant des films avec de véritables acteurs pour vous dire l'ampleur de ce film à l'époque. Le film est ensuite diffusé en Amérique du Nord et devient, malgré un succès mitigé, l'introduction des œuvres de Miyazaki au monde entier. Et pour la première fois, Miyazaki déclare qu'il s'agit de son dernier film. Vous allez voir, il aura cette fâcheuse manie à plusieurs reprises. Il travaille ensuite sur un nouveau projet qui verra le jour en 2001. Le voyage de Chihiro qui raconte l'histoire d'une petite fille se perdant dans le royaume des esprits. Encore une fois, succès critique et commercial, il va remporter beaucoup de prix dont un Oscar, celui du meilleur film d'animation. Il prépare ensuite un film sur un château capable de se déplacer à sa guise dans les campagnes. Les décors sont d'ailleurs inspirés de l'Alsace qu'il a visité lors de son voyage en France. Le château ambulant sort en 2004 et comme d'habitude, succès total. Il annoncera une nouvelle fois sa retraite. C'est d'ailleurs pour ça que le film Les Contes de Terre et Mer est réalisé par son fils Goro Miyazaki. À l'origine, il devait lui-même le réaliser. Miyazaki retourne au fourneau et nous pond une masterclass. Ponyo sur la falaise en 2008 après avoir été inspiré par La Petite Sirène. Et c'est à partir de là que ça va un petit peu se ralentir. L'industrie adopte les nouvelles technologies qui facilitent la production de films d'animation, mais Hayao, lui, reste très attaché à la tradition qui est de dessiner à main nue, à main levée. Je sais pas ce que c'est l'expression, mais en tout cas, lui, il le fait le plus possible. En 2013 sort Le vent se lève, en référence à son papa. Je ne suis pas sûr de cette information. Et après, plus de nouvelles de l'animateur japonais. En effet, l'artiste semble bel et bien avoir pris sa retraite en raison de son âge. Il a quand même 72 ans à ce moment-là. Mais, en 2019, des rumeurs surviennent. Hayao Miyazaki travaillerait sur un nouveau film, le dernier film de sa carrière. Nous allons devoir attendre 4 ans pour que ce monsieur légendaire de 82 ans sorte Le Garçon et le Héron. Je suis allé le voir au cinéma. Au moment de sa sortie, j'ai kiffé. Mes potes étaient un petit peu mitigés. Moi, j'ai adoré. Tout simplement parce que ça sortait de ce qu'on avait l'habitude de voir et ça m'a réconfort. J'étais heureux tout simplement en le regardant. C'est la fin de cette vidéo sur la vie de Hayao Miyazaki. Espérons ensemble qu'il sorte un prochain film avant d'arrêter complètement. Mais si je dois faire une petite conclusion à propos de ce monsieur, je dirais qu'à travers ses films, il a touché des millions de cœurs.
changeant à jamais le monde de l'animation et au-delà. Ces œuvres ne se contentent pas de raconter des histoires, elles transmettent des messages puissants sur l'écologie, la guerre, l'humanité et notre rapport à la nature. Princesse Mononoke a fait découvrir ces thématiques au grand public bien avant que l'écologie ne devienne un sujet mondial. Son impact est aussi culturel. Il a montré que l'animation n'était pas simplement destinée aux enfants, mais que c'était aussi un art capable d'aborder des sujets plus complexes. Le voyage de Chihiro, avec son Oscar du meilleur film d'animation, a ouvert la porte à des générations d'artistes et a prouvé que les films d'animation japonais pouvaient conquérir le monde. Miyazaki, avec ses personnages féminins forts et ses récits universels, a également influencé des créateurs du monde entier. Moi personnellement, j'ai remarqué ça chez lui, c'est que ses héroïnes sont incroyables. Je crois que c'est à cause de ça que j'aime les filles, enfin que je suis amoureux des filles qui sont un peu guerrières, style Sixy de droit, Princesse Mononoke, Nausicaa. Aujourd'hui, ces films continuent de nous rappeler de rêver et respecter la nature, et surtout de ne jamais abandonner nos passions. Cette vidéo, c'était une vidéo sur un homme, un studio, une légende. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. Non, je vais arrêter cette phrase, juste abonnez-vous pour qu'on puisse repartir sur une belle dynamique. J'ai déjà des idées sur les vidéos qui suivront. Je suis très heureux d'avoir pu refaire cette vidéo et de vous retrouver si vous êtes au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. On se dit à très bientôt. C'était Monsieur H.